Ce matin, le Collège des médecins, conjointement avec le Barreau du Québec, rendait public un rapport sur la médecine d'expertise. Et quand on parle de médecins experts, nombreux pensent évidemment plus récemment au procès de Guy Turcotte, accusé du meurtre de ses enfants. Il devra d'ailleurs subir un autre procès. Isabelle Gaston, la mère des enfants, avait ouvertement critiqué le travail des experts dans cette affaire-là. Et on lui a demandé, évidemment, de réagir à ce rapport. Elle qui a fait presque une croisade, alors elle réagit à ses recommandations. Et vous allez entendre, je l'ai rencontrée un petit peu plus tôt cet après-midi, avant qu'elle entre justement au travail, soigner ses patients. Et vous allez entendre une femme assez sereine. Madame Gaston, bonsoir, bienvenue à 2460. Aujourd'hui, publication de ce rapport sur la médecine d'expertise. Est-ce qu'on peut qualifier de croisade ce que vous aviez entrepris au lendemain, dans le fond, du verdict dans l'affaire Guy Turcotte, affaire qui n'est toujours pas terminée, il y aura un autre procès, justement pour que l'on change, que l'on intervienne en tout cas dans l'univers de la médecine d'expertise que vous dénonciez là, très vigoureusement. Oui, c'est une croisade, puis je pense même que des fois, je crois la folie là, de continuer avec autant d'énergie, mais je pense que c'est nécessaire, puis après une épreuve, il y a beaucoup de gens qui vont prendre une épreuve puis faire quelque chose de bien. Moi, je pense que c'est pour notre société, ça se devait d'être fait. Là. Vous avez fait la lecture de ce rapport aujourd'hui, rapport conjoint Collège des médecins et Barreau, parce que ça s'entremêle le médico-légal. Qu'est-ce qu'un expert peut venir dire devant les tribunaux pour décider du sort de quelqu'un? Comment avez-vous reçu ce rapport? Bien, je vais vous dire que j'étais très sceptique quand on m'a dit que ça sortait demain, en parlant d'aujourd'hui. Mais quand j'ai lu le rapport, j'ai été heureuse de constater que c'est bien fait, c'est bien formulé. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je trouve que nous, pas nous, mais les intellectuels, les hauts fonctionnaires, les médecins, les avocats, on est très bons dans la théorie, mais maintenant, je pense qu'il faudra mettre en pratique ce qu'on écrit. C'est cette étape-là qui, depuis des années, ne voit jamais le jour. Donc, des comités, il y en a déjà eu, il y a déjà eu des guides sur la médecine d'expertise. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Je vais prendre le langage médical. Le diagnostic posé par les deux autres professionnels sur les lacunes de la médecine d'expertise, ça vous convient? Vous partagez le diagnostic qu'il y a un manque d'encadrement, voilà. qu'il y a des failles? Oui, voilà. Oui, puis je pense que pour être transparent, pour bien protéger le public, je vais parler de mon ordre professionnel. C'est très difficile pour moi d'apporter une critique par rapport, je me sens un peu comme d'attaquer le parrain si j'étais dans ma mafia. Là. Donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve que, non, mais c'est ce que je veux dire, je pense que pour protéger le public, le Collège des médecins se doit d'avoir du mordant par rapport aux déviants. Donc, on connaît les règles, on connaît ce qu'est une bonne expertise. Les gens, parce que qu'on soit en pratique depuis 5 ans, pas 5 ans, qu'on connaisse toutes les règles, qu'on ait été formés. La plupart des experts que moi je qualifie de déviants, sans nommer personne, ils ont toutes ces qualités-là. Ils les ont tous et pourtant ils sont déviants. Donc ce que moi je fais quoi un déviant? Un déviant pour moi, c'est quelqu'un qui va aller chercher seulement quelques éléments dans l'histoire pour le faire coller à des critères diagnostiques qui sont propres à certaines maladies, mais qui ne vont pas aller chercher d'autres éléments qui vont exclure ce diagnostic. Qui colle à la thèse du client. Voilà. Et en quoi le rapport ici, les recommandations vont faire en sorte que ça ne pourrait plus se produire, que ce soit dans un dossier criminel ou même parfois des dossiers de lésions professionnelles. Il y a toutes sortes de types d'expertise en santé, sécurité au travail. Il y en a. C'est là la question que je me pose, c'est qu'on sait qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais maintenant qu'on suspecte quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur là, du type d'expert qu'il a reçu, c'est quoi la prochaine étape? Si moi j'étais un citoyen ou une personne dans un tribunal, que je sois un juge, un avocat de la défense ou un procureur de la couronne ou un membre d'une famille qui a été lésé, exemple en droit criminel, quelle est la prochaine étape? Quel recours? Voilà, l'accessibilité aux documents qui vont me permettre de présenter ma demande. C'est très difficile. Les gens de Pinel, ça fonctionne à huis clos. C'est beaucoup des choses qu'on ne peut pas savoir. On n'a pas de transcript, on n'a pas accès aux choses. Donc, c'est cette espèce de tour où on emmure et on protège le professionnel qui est déviant, qui fait en sorte qu'il n'y a pas plus de gens qui sont sanctionnés. Là. Parce qu'évidemment, ce sont des professionnels qui pratiquent, qui ont leur droit de pratique, pour lesquels parfois il n'y a aucune plainte. Et donc, arriver dans les tribunaux, c'est là que pour vous, parfois, ça peut poser problème. Oui, puis je pense que le processus est très ardu pour en avoir expérimenté. Lorsqu'on dépose une plainte, je pense qu'il faut y donner suite. Là, vous comprenez, les guides existent depuis 2006-2000, et moi, lorsque j'ai déposé une plainte, par exemple, on m'a dit que ça ne faisait pas partie de leur mandat, le Collège des médecins. Donc, on part de loin. C'est cette difficulté-là technique qui, dans ce rapport-là, ne peut pas nous donner la réponse pour l'instant. Et dans le rapport, au fond, Mme Gaston, qu'est-ce
qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous trouvez le plus important? Bien, moi, je pense qu'il y a deux choses, que chacun des acteurs joue son rôle, puis aussi que si, disons, l'opinion de l'expert est minoritaire ou déviant, qui se doit de le dire et d'aviser les gens qui vont être les décideurs, c'est-à-dire les jurés. Ça, je pense que si on pouvait juste corriger ça, à ce moment-là, les gens pourraient donner un poids juste à l'expertise. Ça n'éliminerait pas là, le système contradictoire qui apporte vraiment, je pense, un bon débat d'idées qui n'est pas si mauvais là, pour le système là, de justice actuel. C'est une toute petite quantité de causes qui sont contestées. La plupart des causes, souvent, la couronne, la défense, les psychiatres vont facilement s'entendre. Oui, c'est une maladie mentale, on s'entend, non-responsabilité criminelle, on en voit presque toutes les semaines des cas comme ça. Mais un cas de trop, c'est... Là, on a le cas Magnota, là, qui est un autre test. Parce qu'il y a la couronne veut prouver préméditation, la défense va vouloir invoquer la non-responsabilité criminelle. Donc, est-ce que, selon vous, ce rapport-là vient régler ces situations-là, d'après vous? Il viendrait l'encadrer, puis je pense que les gens qui avant de dire n'importe quoi, s'ils savaient qu'il y avait une sanction, un risque de perdre leur permis, hein, qui est l'outil qui leur permet d'être experts et de gagner leur vie, je pense que les gens y penseraient deux fois avant de dire des choses qui sont tellement hors normes, là, si on s'y attarde puis on regarde ça. Là. La psychiatrie, c'est pas si ésotérique que ça. Il y a des critères très précis, comme la pathologie. Et pour les gens qui s'y connaissent, ils savent qu'on ne devrait pas aussi largement dévier de la norme. Est-ce qu'avec ce rapport-là, vous allez reporter plainte parce que vous avez dit que le collège de médecins, vous avez dit que c'était pas dans son mandat? Est-ce que en fait, je suis rendue à la phase 4, là. C'est allé au comité de révision qui a renvoyé ça au syndic, qui lui a renvoyé ça devant un autre comité, puis là, on est en attente, mais pour une raison, vous comprendrez, là, autant pour le collège et pour moi, je pense que on va garder ça confidentiel. Surtout quand le cas n'est pas terminé. Voilà, oui. Est-ce que vous trouvez quand même un certain réconfort à travers ces étapes? Comme plus de la frustration, je dirais. Ah oui, ça, oui. Je pense que c'est un... Oui, ben avec un petit détachement. Je pense qu'il faut, si je veux survivre dans ce monde-là. Là. Merci, Isabelle Gaston. Bien, merci. Parce que c'est en fond l'aboutissement de votre travail aussi. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. J'ai à mes côtés maintenant le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins et membre du groupe de travail qui s'est penché sur ce dossier de la médecine d'expertise qui touche au fond des milliers de personnes au Québec. Là, on a l'exemple du cas criminel. Bonsoir, Dr Robert. Bonsoir, écoutez, Mme Gaston, c'est presque votre meilleure alliée maintenant, elle qui a mené de telle cette croisade. Elle reconnaît la qualité du travail pour faire en sorte que justice soit rendue dans tous les dossiers. Oui, je pense qu'on partage tout à fait... On l'a beaucoup écouté. D'abord, on l'a invité à venir nous rencontrer, comme environ 20 organisations, une quarantaine de personnes que le groupe de travail a rencontrées. On a été très à l'écoute de ce qui a été dit. Et Mme Gaston, entre autres choses, avait dit une chose qui nous est retenue, qu'on a retenu beaucoup, c'est celui de dire, vous savez, faire de la médecine d'expertise, c'est faire de la médecine à part entière. Et je pense que ça a été un des éléments importants qui nous a convaincus qu'il fallait être beaucoup plus actif dans le contrôle de cette activité médicale-là. C'est ce qui nous a donné, entre autres, l'idée de mettre en place un programme d'inspection professionnelle. Alors, bien sûr, on peut faire une plainte contre un expert, mais ça ne fait pas véritablement de la prévention et ça ne crée pas un climat qui fasse en sorte que les experts s'assurent qu'ils font un travail correct. D'autant que dans le rapport, on dit bien que plus une situation est litigieuse, plus il y a de plaintes au bout de la ligne, et les autres, vous étiez quand même, j'imagine, vous avez vu l'augmentation des plaintes, et d'où la nécessité d'encadrer. Mais comment? Parce qu'elle a évoqué que les déviants, les experts qui sont pas compétents, c'est dans le fond, c'est la façon de le dire, même si on 50 pratiques ce que vous demanderiez, même s'ils pratiquent la médecine à plein temps, ça ne les empêche pas, même en rencontrant les conditions suggérées, ça ne les empêche pas d'être déviants. Puis elle a dit que c'était de bien déclarer ceux qui défendent une position minoritaire dans l'état de la science. Exact. Le rôle de l'expert, c'est d'abord et avant tout d'éclairer la cour. Et quel que soit le modèle qu'on utilise, que ce soit dans une situation contradictoire, un expert commun ou un panel d'experts, le rôle de l'expert est toujours le même. C'est celui, non pas d'épouser une cause ou une des parties, mais de présenter l'état de la connaissance médicale sur le sujet qui fait l'objet du litige. Et c'est ça qui est le rôle premier. Et qui, non seulement, et c'est ce qu'on a discuté avec le barreau, non seulement on doit défendre cette notion-là, mais tous les acteurs doivent la défendre. Le juge doit la défendre, les avocats de chaque partie doivent la défendre et l'expert aussi. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur éclairage possible et d'avoir la vision la plus complète possible et que l'expert justifie pourquoi, parmi les thèses qui sont présentes, pourquoi lui favorise l'une ou l'autre et de la situer par rapport
à l'opinion générale des médecins dans le même domaine. Et je pense que vous voulez même de la formation Absolument. en expertise. Alors, comme tous les médecins, dans toutes les spécialités, peuvent éventuellement être sollicités comme experts, il faut de la formation en fin de résidence, il faut de la formation continue, il faut de la formation pointue, et on a identifié 2 domaines en particulier, celui de la santé mentale, celui du musculo-squelettique, surtout pour les aspects médico-administratifs, et de mettre en place... On pense à la CSST tout de suite. Beaucoup, beaucoup. Les maux de dos, les assurances, les congés de maladie, ce genre de choses-là. Et ça, c'est un énorme volume. Ça a l'air de rien, là, mais c'est... des dizaines de milliers de personnes. Ah, oui, absolument. Des milliards de dollars chaque année. C'est vraisemblablement plusieurs millions, ça c'est sûr. Alors, oui. Et donc, l'important pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que le médecin qui agit comme expert sache que le collège peut demander de façon aléatoire des rapports d'expertise, qu'on les évalue, qu'on donne de la rétroaction et qu'on puisse intervenir si les règles ne sont pas respectées. Une préoccupation de Mme Gasson, elle le dit bien, elle avait déjà porté une plainte, ça va rester confidentiel pour le moment, on peut comprendre, l'affaire Turcotte n'est pas terminée, mais elle s'est dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une expertise? C'est quoi l'après? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Elle disait aussi le côté pratico-pratique de l'affaire, confronter à une expertise qu'on considère déviante, c'est-à-dire incompétente. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça va être quoi les mesures? Est-ce que ça va être en place? Est-ce que ça va changer tout à fait. rapidement? D'abord, on va mettre à jour le guide sur l'expertise. On va, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, on va exiger de l'expert cette fameuse notion de déclaration de l'expert. La déclaration de l'expert, c'est un genre de liste de choses qu'il doit faire, qu'il va confirmer avoir fait, notamment de refléter l'opinion médicale. Le programme d'inspection professionnelle qui va se faire, bien sûr, en collaboration avec le syndic, qui va nous dire qui sont les experts qui font l'objet de plainte, qui va nous permettre d'aller vérifier la qualité du travail de ces médecins. Et donc, un suivi qui va être beaucoup plus étroit autour de... Ça va se faire à partir de quand? Au cours de la prochaine année, ça va être certainement mis en place, c'est-à-dire 2015. Oui, parce qu'on sait qu'il y a un autre procès de Turcotte qui s'en vient. On ne connaît pas la stratégie des avocats, mais ça pourrait très bien se produire qu'on ait recours à de nouvelles expertises psychiatriques et par la courante. Madame Gaston ne s'oppose pas à la dimension contradictoire qu'un dit blanc, l'autre dit noir, mais que ce soit scientifiquement fondé. Exactement, et puis qu'on respecte un mode de fonctionnement et que ce soit non seulement respecté par les médecins, mais encouragé et respecté par les avocats de chacune des parties et par la magistrature. Parce qu'il y a un code de procédure civile au Québec, il y a des amendements. Qui vient d'être adopté au printemps dernier. Mais ça ne touche pas ce qui se passe dans les tribunaux criminels. Non, sauf que ça va avoir inévitablement une influence sur l'ensemble des cours. Non seulement sur le cours civil, mais sur les cours criminels et également sur les cours administratifs. Il y a une mesure que vous suggérez, c'est que les médecins, les experts de carrière, ça n'a plus sa place, selon vous, dans le rapport en médecine. Mais on peut imaginer, dans un cas pratique, là, soit des chirurgiens qui, à l'âge de 60 ans, près de 30 ans de pratique, se disent, moi, par prudence, je ne veux plus pratiquer, que ce soit chirurgien cardiaque, orthopédiste, neurochirurgien, mais je suis capable de partager mon expertise, mon expérience. Comme expert, il ne pourrait plus, lui, consacrer tellement son temps à... Est-ce qu'on ne jette pas le bébé dans l'eau du bain? En fait, on donne à titre indicatif seulement, parce que ce n'est pas une règle absolue. C'est parmi un ensemble d'autres critères. Un guide qu'on appelle une période de 5 ans. Donc après une retraite, par exemple, c'est clair que c'est plus difficile, plus on s'éloigne de la pratique courante, de garder son expertise. Même si, et particulièrement... Sauf qu'on fait ses devoirs, qu'on fouille, on se tient à jour, mais même à ça, il y a une certaine... surtout dans les spécialités techniques, où ça devient plus difficile de pouvoir porter un jugement si on ne la pratique pas soi-même. Et donc, on dit une période de 5 ans, c'est probablement raisonnable. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a peut-être des domaines de connaissances qui peuvent être plus longs, d'autres un peu plus courts, en début de pratique également. Donc, c'est un guide qu'on donne. Mais ce qu'on dit, c'est qu'un médecin qui déciderait subitement de cesser complètement la clinique et de ne faire que ça pour les 20 prochaines années, on aurait des problèmes. L'autre question qui reste pas je ne devrais pas poser la question, je la pose pareil, mais il y a des gens qui pensent que quand on veut, peut-on poursuivre un médecin, là, on ne peut pas trouver un autre médecin pour avoir une expertise contre lui parce qu'il va être ostracisé. C'est une légende urbaine? C'est pas ce qu'on voit en pratique, puis les avocats, c'est pas ce qu'ils nous disent de toute façon. Généralement, ils peuvent toujours trouver un médecin. Si c'est pas parmi le groupe des médecins, il y a toujours des médecins à l'extérieur du Québec qu'on peut demander comme expert. Mais il y a peut-être un examen à faire de ce côté-là aussi. Il faut toujours vérifier. Docteur Yves Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au nom du Collège des médecins, on fait ce rapport conjointement avec le bar. Merci. On verra la suite, bien sûr, des changements.